Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, une première dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. 2 députés perdent simultanément leurs immunités. Il s'agit de Roger Lumbala et de Eugène Diomi Ndongala. Le premier pour son ralliement à la rébellion du M23. Le second pour viol sur 2 mineurs, ce que rejette l'opposition qui parle d'un règlement de compte. Lambert Mende, de nouveau sur les écrans, le porte-parole du gouvernement se réjouit de la mise en place bientôt par l'Union africaine d'une force neutre. Le porte-parole du gouvernement a aussi passé au peigne fin quelques sujets d'actualité. L'opposition politique parlementaire veut finalement rejoindre Kampala pour prendre part aux pourparlers. Elle l'a dit au cours d'un point de presse samedi. Les opposants demandent également l'élargissement des matières inscrites à l'ordre du jour. Vous suivrez également par rapport à ces pourparlers toujours cette révélation fracassante du quotidien Le Potentiel. Kinshasa veut céder une partie du territoire de la RDC aux rebelles. Incroyable mais vrai, le quotidien tire cette nouvelle des journaux ougandais et demande aux autorités de jouer franc jeu. Mesdames et messieurs, merci de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays pour vous informer. Lambert Mende salue la décision du déploiement de la force neutre dans un point de presse vendredi à Kinshasa. Il a salué la décision de l'Union africaine de surveiller les frontières de la République démocratique du Congo. Le ministre a aussi passé au peigne fin quelques sujets qui font la une des journaux quinois et congolais. Compte rendu, Monique Febosso. Comme à ses habitudes, Lambert Mende se félicite au nom du gouvernement congolais de la décision prise par l'Assemblée nationale pour l'invalidation du député national Roger Lumbala pour son ralliement au M23. Il salue aussi la levée des immunités parlementaires du député Eugène Diomi Ndongala accusé de viols sur mineurs. Abordant les négociations entre le gouvernement et les M23 à Kampala, le ministre des Médias s'est dit heureux de constater que l'exigence des rebelles qui faisait obstacle à ces pourparlers a été levée par eux-mêmes. Un acte que Lambert Mende attribue au refus du gouvernement d'accéder à cette demande. Nous avons pour notre part, comme gouvernement, pris acte de l'annonce faite par des éléments du M23, selon laquelle ils renonçaient désormais à conditionner leur participation à cette rencontre de Kampala à un cessez-le-feu à signer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La fermeté des autorités de la République, appuyée en cela par de larges pans de l'opinion publique nationale et de la communauté internationale, aura été payante. En ce qui les concerne, les Congolaises et les Congolais peuvent faire totalement confiance en la délégation du gouvernement qui siège à Kampala. En revanche, Lambert Mende annonce les déploiements dans tous les prochains jours dans la province du Nord Kivu de la force internationale neutre constituée de 4000 hommes venus de pays de la SADC. Ils seront appuyés par 3 drones non armés des Nations Unies avec pour tâche surveiller les frontières de la partie est de la République démocratique du Congo. Le déploiement de 3 drones non armés pour surveiller l'est de la République démocratique du Congo et la frontière commune avec le Rwanda paraît d'autant plus utile au renforcement de la paix dans la région qu'il permettra d'affiner la maîtrise par les forces internationales des mouvements le long de la frontière à problème qui sépare nos 2 pays. Les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui considère le M23 comme une force négative au même titre que le FDLR, précise Lambert Mende, cette décision constitue un signal positif pour le retour de la paix, non seulement en RDC, mais également dans toute la région des Grands Lacs, en proie à une insécurité récurrente depuis plus d'1 décennie. Je vous le disais aussi, Eugène Diomi Ndongala et Roger Lumbala ont perdu leurs immunités. Diomi poursuivi pour une histoire de viol sur 2 mineurs par le procureur général de la République. Roger Lumbala, lui, est accusé d'avoir rejoint la rébellion, ce que rejette l'opposition congolaise. Je vous propose ce rappel des faits.
Débutons par l'affaire Eugène Diomi Ndongala, opposant radical très proche d'Étienne Tshisekedi. Les déboires de ce député et homme d'affaires ont débuté fin juin 2012 pendant qu'il savourait encore sa victoire aux législatives. Mardi 26 juin 2012, un monsieur porte plainte contre Eugène Diomi Ndongala qui aurait, selon ses déclarations, violé ses 2 filles. Le procureur général Flori Kabange Numbi se saisit de l'affaire qui défraie déjà la chronique à Kinshasa. En croit la justice congolaise, les filles ont confirmé que ce n'était pas la première fois qu'elles ont eu des relations coupables avec Diomi Ndongala. Les accusations sont graves. Eugène Diomi Ndongala est passible d'une peine allant de 7 à 20 ans de prison pour viol sur mineur. Le concerné dément tout et parle d'un complot ourdi contre lui, un complot qui d'après Diomi serait orchestré par la majorité. Alors qu'une procédure d'arrestation se mettait en place, Eugène Diomi Ndongala disparaît de la circulation depuis le 25 juin 2012. Introuvable nulle part, l'opposition et le gouvernement se renvoient la balle. Lambert Mende, qui monte au créneau, assure que Diomi est en cavale pour se soustraire de la justice. L'opposition soutenue par les ONG de droits de l'homme assure que Eugène Diomi Ndongala est détenu au secret dans les locaux de l'ANR. C'est la confusion. Qui dit vrai, qui dit faux? Entre-temps, des déclarations fracassantes se multiplient autour de cette affaire. L'épouse d'Eugène Diomi Ndongala entre elle aussi dans la danse. Mon mari est détenu en tant que prisonnier politique sans que ni sa famille ni les militants de son parti ne sachent où il se trouve, malgré toutes les recherches entreprises dans les lieux de détention, tant officiels qu'extrajudiciaires, a fait savoir Patricia Diomi au cours d'une tribune organisée vendredi 27 juillet 2012 par l'ONG La Voix des Sans-Voix. 4 mois après, à la veille du 14e sommet de la francophonie, Eugène Diomi Ndongala réapparaît. Il a été retrouvé vivant et affaibli jeudi 11 octobre vers 2 h du matin dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, non loin du centre supérieur militaire, selon ses propres dires. Diomi dit qu'il a été gardé au secret et qu'il a été maltraité. Le procureur, qui n'a pas clos le dossier, demande la levée de son immunité. Une démarche qui n'a pas fait l'unanimité au sein de l'hémicycle. Autre cas où un député de l'opposition est mis en cause concerne le député du RCDN, Roger Lumbala. Lui aussi proche d'Étienne Tshisekedi, fin août 2012, Roger Lumbala, invisible depuis plusieurs semaines à Kinshasa, est soupçonné d'être en intelligence avec le Rwanda. Il a été vu à Kigali où il y a effectué d'incessants va-et-vient. Des sources indépendantes ont confirmé cette information reprise en chœur par différents médias locaux. Intervenant par téléphone sur une autre chaîne locale, le leader du RCDN a démenti l'information. Pour Roger Lumbala, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une campagne de sape fomentée par ses détracteurs visant à nuire à sa personne. Interpellé en Ouganda, Roger Lumbala continue à nier ses relations avec Kigali. Pourtant, Lambert Mende apporte de nouvelles preuves face aux médias. Le député national va se réfugier à Paris avant de rejoindre cette fois-ci de manière un peu plus ouverte la rébellion du M23. Lumbala est nommé officiellement vice-président de la rébellion du M23 au pourparlers de Kampala. Interrogé sur ses nouvelles couleurs, Roger Lumbala répond qu'il soutient la lutte du M23 mais qu'il n'est pas au M23. Comme dans l'affaire Diomi Ndongala, l'Assemblée nationale va se décider de la levée ou non des immunités de ces 2 opposants. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mans, a dans un arrêté interdit le parti de Roger Lumbala, le RCDN, d'exercer ses activités dans le territoire national à cause du ralliement de son président, selon le ministre, au M23. On écoute le ministre de l'Intérieur au micro de Oscar Bakandoa. Il y a quelque temps, j'avais déjà présenté devant la presse des preuves de l'implication de Roger Lumbala, président national du RCDN, dans la rébellion. C'est clair, Roger Lumbala a choisi de quitter la scène de la démocratie pour jeter son dévolu sur les armes, l'utilisation des armes comme moyen pour accéder au pouvoir, ce qui est contraire à la loi régissant le parti politique,
ce qui est contraire à la constitution de notre pays. La décision que nous avons prise n'est qu'une première décision, dans la limite de nos compétences, mais nous avons initié une démarche vers les pouvoirs judiciaires pour la dissolution pure et simple de ce parti. Donc Roger Lumbala et son parti ont choisi de participer aux actes d'humiliation de notre peuple avec la complicité, comme vous le savez, de certaines forces étrangères, dont le Rwanda. Le secrétaire général du RCDN dénonce la décision et les propos du ministre Mouyej. Le RCDN promet de saisir la justice pour obtenir gain de cause. Mariam Boya, Dieu merci Sweka. Pour le ministre de l'Intérieur, Roger Lumbala a le choix de quitter la scène de la démocratie pour jeter son dévolu sur l'utilisation des armes pour conquérir le pouvoir. Ce qui est contraire à la loi régissant le parti politique et à la constitution de notre pays. Le ministre a même promis de saisir la justice pour la dissolution de cette formation politique. La décision que nous avons prise n'est qu'une première décision, dans la limite de nos compétences, mais nous avons initié une démarche vers les pouvoirs judiciaires pour la dissolution pure et simple de ce parti. Mais pour le secrétaire général de ce parti, dont toutes les activités sont suspendues, le RCDN est un parti politique et non un bien privé de Roger Lumbala. Moïse Nomidela promet de saisir la justice pour faire annuler la décision du ministre de l'Intérieur. Roger Lumbala n'a pas engagé le parti. Il n'a pas engagé le parti. Roger Lumbala, il a tout simplement dit que je soutiens le 1-23. Il soutient les idées du 1-23. Nous allons demander que le ministre revienne au bon sentiment, par une lettre, parce que c'est une mesure administrative. Après, nous irons au niveau de la justice si besoin il y a, mais je ne crois pas qu'il va revenir au bon sentiment. Le RCDN, qui fait encore confiance à la justice, s'en remet à cette dernière et invite le gouvernement à dissocier le parti RCDN de l'individu Roger Lumbala, qui n'était qu'un membre. Le groupe parlementaire de l'opposition appelle à l'élargissement de l'ordre du jour des négociations de Kampala en intégrant l'opposition politique. Cet appel a été lancé samedi au cours d'une conférence de presse au Palais du Peuple animée par les présidents des 4 groupes parlementaires de l'opposition. Ils ont également fustigé la lenteur qui caractérise les débats à Kampala entre le gouvernement et les rebelles du M23. UDPS-FAC, MLC et alliés, UNC et alliés, ainsi que le groupe des libéraux démocrates, comme un seul homme, considèrent la situation que traverse la RDC de grave. Pour les présidents de ces groupes parlementaires de l'opposition, la défense des intérêts supérieurs de la nation est soumise à rude épreuve, comme l'explique Jean-Lucien Boussa du MLC. Aujourd'hui, le contexte général est délétère et est caractérisé par l'inefficacité des institutions et la faiblesse des prestations étatiques, la persistance de l'insécurité à l'est du pays, le musellement de l'opposition par des arrestations arbitraires, la machination politique contre certains leaders politiques de l'opposition, dont l'honorable José Makila en soins médicaux à Dallas aux États-Unis, la fermeture de certains médias proches de l'opposition politique, tels que Canal Futur, RLTV et j'en passe. Quant au pourparlers de Kampala, il souhaite prendre part à ce deuxième round de discussion, mais pose des préalables. Le président des groupes parlementaires de l'opposition saisisse l'occasion du deuxième round de pourparlers de Kampala pour réaffirmer les exigences ci-après. L'élargissement de l'ordre du jour des négociations au-delà de l'évaluation des accords du 23 mars qui ne prend pas en compte toute la problématique de l'insécurité à l'Est, ainsi que les questions globales liées à la gouvernance du pays, à la démocratie et aux droits de l'homme. La participation de l'opposition politique congolaise à ces pourparlers en tant que composante, à l'instar de la solution à la crise centrafricaine, sans oublier la société civile et la diaspora. 3. La désignation par les Nations Unies et l'Union africaine d'un médiateur international neutre. Au sujet de la désignation du porte-parole de l'opposition, ces groupes parlementaires pointent du doigt les présidents de 2 chambres parlementaires, le facilitateur de cette désignation. La situation dans l'est du pays demeure volatile, c'est ce qu'a dit la MONUSCO lors de son dernier point de presse. La mission onusienne en RDC dit suivre de près l'évolution des pourparlers de Kampala sans toutefois émettre son avis compte rendu.
Le mandat de la mission onusienne en RDC est connu. Il consiste à assurer la protection de populations civiles et le maintien de la paix, rappelle le responsable de la MONUSCO. La force de la MONUSCO a mené une patrouille aérienne au-dessus de la région de Minova, Sake, Boulenga, Mouchake et Gungu en vue de surveiller les activités de groupes armés et de rassurer les populations civiles. Elle a poursuivi également la semaine dernière dans le territoire de Walungu, Fizi et Kabare. Ces opérations unilatérales dénommées Kimbilio Salama, refuge sûr. La mission onusienne rassure qu'elle suit de très près les négociations de Kampala. Les discussions qui peuvent contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous ne faisons aucune lecture. Comme moi, vous savez que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Par conséquent, nous restons à l'écoute et nous restons attentifs à tout ce qui va se passer à Kampala. La situation sécuritaire à Mambasa n'a pas changé, a fait constater le porte-parole militaire de la MONUSCO. Donc, présentement, avec les FARDC, les PNC, nous contribuons à la sécurisation de Goma et ses alentours, mais aussi des camps de réfugiés et de déplacés, comme j'en ai parlé, en respectant les principes humanitaires, en veillant à ne pas violer l'espace humanitaire. Quant à la situation humanitaire en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés annonce la reprise cette semaine des opérations de rapatriement de réfugiés rwandais. Le HCR a rapatrié 7 970 réfugiés rwandais à partir de Goma, alors que le chiffre de planification s'est situé à 5 000 personnes. L'opération de rapatriement de réfugiés congolais va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2013 prochain. Entre Kinshasa et le M23, c'est de nouvelles noces. Le groupe armé pro-rwandais aurait obtenu des pourparlers de Kampala, une partie du territoire de la RDC. En plus des postes ministériels, c'est la presse ougandaise qui fait état de ce deal en échange d'un retour de la paix dans l'est du pays. Ceci pourrait expliquer cela notamment par le fait que le M23 a fait volte-face dernièrement après avoir décrété unilatéralement le cessez-le-feu auquel Kinshasa s'était farouchement opposé. Analyse de la rédaction avec Anita Luambois. Ce n'est pas un canular, pas non plus une illusion. C'est plutôt une réalité que rapporte la presse ougandaise qui couvre depuis décembre 2012 des pourparlers directs entre Kinshasa et le M23. Selon des coupures des journaux qui paraissent à Kampala, cités par le quotidien Le Potentiel, Kinshasa aurait en échange d'un retour de la paix dans l'est de la RDC, consenti de céder au M23 une portion du territoire de la RDC. Même si aucune précision n'a été donnée sur cette portion, l'on suppose que l'objet du troc porte sur les territoires de la province du Nord Kivu, actuellement sous contrôle des groupes armés à la solde de Kigali. Pour ceux qui suivent de près l'évolution de la situation d'insécurité dans l'Est, cette révélation est une lapalissade. Que la presse ougandaise se soit autorisée à publier cette information, c'est qu'elle est allée à la source. Pour autant que depuis décembre 2012, la capitale ougandaise, Kampala, est le théâtre des va-et-vient des protagonistes dans la crise qui sévit dans l'est du Congo. De fil en aiguille, l'on commence peu à peu à comprendre le revirement du M23. Son langage conciliant qui rompt avec celui tranchant qui le caractérisait au début des pourparlers. Un nuage épais entoure désormais le dialogue de Kampala. Kinshasa est obligé de sortir de sa tour d'ivoire pour assurer son opinion publique, fait savoir le quotidien Le Potentiel. Vendredi devant la presse, Lambert Mende Omalanga, ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a effleuré le sujet sans vraiment aller en profondeur, se contentant de dire que rien à Kampala ou ailleurs ne se fera en violation de la Constitution de la loi de la République démocratique du Congo. D'aucuns estiment que ce n'est pas suffisant pour balayer les supputations et autres rumeurs qui circulent dans les coulisses de pourparlers de Kampala. Bien des ondes d'ombre entourent encore ce dialogue. C'est le cas du maintien de Kampala comme lieu de négociation alors que la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRJL, revient à la République du Congo-Brazzaville. Pourquoi s'entêter à tenir un dialogue en Ouganda, un pays qui a été cité parmi ceux qui soutiennent la rébellion? Là aussi, l'opinion est toujours désemparée. Elle ne sait plus à qui se fier, tellement les contradictions entre membres du gouvernement se multiplient. Que dire de cette cacophonie au sein du gouvernement? Il y a un problème sérieux de fonctionnement normal des institutions. Chacun y va de son point de vue, sinon de son humeur. Une question en appelle une autre.
Pourquoi tient-on tant à la poursuite des discussions entre le M23 et Kinshasa à Kampala? De toutes ces questions, il s'ensuit qu'un flou persiste sur ce qui se passe réellement dans la capitale ougandaise. L'opinion risque d'être mise à l'écart des déçus des cartes de ces discussions, raison pour laquelle le peuple congolais devrait rester constamment éveillé de manière à faire échec à tout projet de remise en cause de l'intégrité de son territoire. Les sénateurs n'ont pas avalisé le projet de loi modifiant et complétant la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. À la suite du rapport de la Commission mixte paritaire, les deux chambres ne se sont pas mis d'accord sur les divergences majeures apparues dans l'examen de ce projet de loi, compte rendu Oscar Batandoa. Loin de polémiquer sur la position constante de la Chambre basse du Parlement sur les divergences majeures apparues dans l'examen de cette loi, les sénateurs se sont abstenus de l'adopter et ils ont même trouvé une formule de promulgation. L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré. L'Assemblée nationale a adopté et le chef de l'État promulgue la loi dont la teneur suit. Par cette formule, le Sénat fait le Ponce Pilate face à tout éventuel dérapage dans la mise en application de cette loi, comme c'était le cas en 2010. Fort de l'article 135 de la Constitution sur les divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et pour le cas d'espèce portant sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée nationale devra voter la loi y afférente en ne se basant que sur son texte. Le vin est tiré, il faut le boire. Il n'empêche que les yeux soient tournés maintenant vers la Cour suprême de justice et le président de la République. La première institution aura à se prononcer sur la conformité de texte avant que la loi ne soit promulguée par le président de la République. Le chef de l'État a toute la latitude de renvoyer cette loi au Parlement pour une seconde lecture, comme ce fut le cas avec la loi financière 2013. Que des lois votées, que des décisions prises sans aucune suite, la République démocratique du Congo compte de nombreuses normes, mais qui, pour certaines, restent lettres mortes. Après leur mise en application, le manque de suivi anéantissent ainsi les efforts de redressement du pays. Commentaire de la rédaction. La vie à Kinshasa semble évoluer dans une sorte de désordre et de contradiction perpétuelle. Sur le plan de la réglementation, la RDC est l'un des pays d'Afrique les plus nantis. Des normes et des lois pleuvent sur la vie nationale et dans différents secteurs. Il y en a à profusion. Elles font même pâlir d'envie. Malgré tout ce dispositif, le pays semble vivre dans la confusion. L'autorité de l'État ne se fait pas sentir dans les rues de la RDC. Dans la vie de tous les jours aussi, il y a comme un vide, une absence d'autorité nonobstant des lois dont dispose le pays. Pourquoi cet état de choses? La raison est simple à comprendre. Une chose est de voter les lois, de fixer les normes, de prendre des décrets ou autres décisions. Une autre est de les faire respecter par tout un chacun. De les imposer, d'en faire des habitudes, de les marquer sur du marbre. Autre considération, souvent chez nous, l'autorité ne fait pas le suivi de ses propres décisions, de ses propres lois. On s'empresse à appliquer des nouvelles décisions, on est chaud au début, motivé pour changer les choses. Au bout de quelque temps, la nouvelle loi est oubliée, on retombe dans l'anarchie. Et la vie continue ainsi dans le marasme, attendant une nouvelle loi qui, aussitôt mise en application, prendra la même direction. Si bien que le pays est devenu le cimetière des règles non appliquées. Prenons quelques exemples illustratifs. L'hôtel de ville de Kinshasa prend la merveilleuse décision d'interdire le tapage nocturne. Les policiers sont envoyés sur terrain. Les bars, les bistrots, les terrasses, les églises, tombés sous le coup de la loi, sont fermés. Résultat, Kinshasa redevient plus calme. On peut dormir à côté d'un bar sans râler. Mais cette décision ne tiendra que quelques mois. Aujourd'hui, que vaut encore cette décision des autorités de la ville? Cela a été foulé aux pieds une fois de plus. Que dire des transports en commun? Il a été annoncé la mesure portant l'uniformisation des couleurs des taxis et taxibus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a été décidé que la garantie locative ne devait pas excéder 5 mois. Les prix des ventes des terrains, selon différentes communes, ont été définis, mais rien sur rien n'est respecté. Et la vie continue dans ce désordre. Des efforts notables ont été faits sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Des normes en cette matière ont du mal à être prises en compte. Les normes ne sont toujours pas respectées. On n'avance pas. La reconstruction nationale doit peut-être commencer
par le changement de mentalité pour tout un chacun de nous. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 évoluent favorablement en bien. Et pour se rendre compte de cette effectivité, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics et Reconstruction, Fridolin Kassesi, a fait une descente sur le lieu. Fridolin Kassesi n'était pas seul, il était accompagné de Bruno Kapani, qui sont plutôt satisfaits, les deux, des avancées significatives enregistrées, même sur le gros. Reste encore à faire. Compte rendu, Élisée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo. C'est dans l'après-midi du samedi 12 janvier 2013 que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction et son collègue des Ressources Hydrauliques et Électricité foulent le sol du site de Zongo 2 dans la province du Bas-Congo. Dans leur suite, le conseiller principal du chef de l'État en charge de l'aménagement du territoire et des infrastructures, les responsables de la Société nationale d'électricité, la liste est loin d'être exhaustive. Ici sera érigé un barrage hydroélectrique d'une puissance de 150 MW. Un cadeau signé Joseph Kabila Kabange, qui a d'ailleurs lui-même lancé les travaux le 16 mai de l'année dernière. Fridolin Kassonga Musoka et Bruno Kapanji-Kalala souhaitent à travers cette visite faire une évaluation des travaux sur les sites. La délégation effectue une visite systématique de toutes les installations, de la maquette, en passant par les travaux de génie civil effectués par l'entreprise chinoise Sinohydro, commis aux travaux, rien n'est laissé au hasard. Les ouvriers y sont à pied d'œuvre, l'objectif étant de respecter le délai imparti, soit le mois de mars 2015. Le ministre de Ressources hydrauliques se dit satisfait des avancées enregistrées. Les travaux se poursuivent comme vous voyez. Et nous ferons régulièrement ce genre de visites. Nous les faisons pour concrétiser la vision du président de la République, Joseph Kabila, sur la révolution de la modernité. 360 millions de dollars américains et les montants alloués à cet ouvrage. C'est un cofinancement de la République démocratique du Congo et de la Chine, un crédit remboursable. Nous demandons aussi à la population de soutenir cet ouvrage à travers différentes formes, la protection de ce qui existe et la sécurisation de ce qui s'est fait, de manière à ce que l'on arrive à la fin des travaux en toute quiétude et qu'il n'y ait pas de matériel volé. La centrale hydroélectrique de Zongo 2, une fois terminée, servira de complément à Inga 1, Inga 2 ainsi que Zongo 1. Elle va desservir en courant électrique les provinces de Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et Katanga. Toujours dans le domaine des infrastructures, bientôt la route nationale numéro 1, le tronçon Upen-Mitendi sera élargi, soit 2x2 voies de part et d'autre. La confirmation est du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Oussenga, pendant que le ministre en charge des infrastructures, Fridolin Kassonga, lui, il a plutôt inspecté le site de ces travaux qui permettront de désengorger ce coin de la capitale. Élisée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo. Le gouvernement veut donner un nouvel élan à la réhabilitation ainsi qu'à la modernisation des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Le tronçon Upen-Mitendi sur la route nationale numéro 1, soit 15 km de chaussée, sera élargi. Lancé depuis le 10 septembre 2011, des études sur la faisabilité y ont été effectuées par l'Agence congolaise des grands travaux. Les avancées sont significatives et pour s'en rendre compte par lui-même, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction descend sur les lieux en compagnie de son collègue des Ressources hydrauliques et électricité. Fridolin Kassonga Musoka et Bruno Kapanji-Kalala écoutent avec attention les explications fournies par les directeurs généraux de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Ilunga Mwamba. Avant les débuts des travaux, rassure-t-il, toutes les dispositions seront prises pour éviter la congestion du trafic. Nous avons terminé totalement les études sur le plan topographique, sur le plan géotechnique et sur le plan socio-environnemental. Donc aujourd'hui, je sais vous dire que globalement, nous avons sur 15 km, nous avons plus ou moins 60 millions le montant total du projet. La chaussée en elle-même prend 15 millions de dollars et les assainissements prennent 16 millions de dollars. Le démarrage des travaux est prévu dans un mois. Le temps de réunir toutes les conditions nécessaires.
Le ministre de la TUIT-PER invite l'Agence congolaise des grands travaux à impliquer les populations à travers une sensibilisation pour s'approprier ce projet qui permettra de désengorger ce coin de la capitale. Les journalistes congolais vont être sensibilisés par des affiches, des autocollants et les documents audiovisuels. L'initiative est de l'ONG des défenses des journalistes en danger, GED. C'est une campagne basée sur la loi d'accès à l'information. Le souci de GED est de voir la loi sur l'accès à l'information être inscrite à l'ordre du jour des matières à traiter à la session de mars prochain au Parlement. Cette campagne a été lancée samedi au siège de l'ONG. Rossil Martin Bouyamba. C'est maintenant ou jamais. Journalistes en danger d'y mettre le bouchée double pour accéder à l'information. Cette campagne de sensibilisation lancée par GED est un appel lancé à tous pour la mobilisation afin que la loi d'accès à l'information soit inscrite à l'ordre du jour du calendrier électoral de la session ordinaire de mars prochain à la Chambre basse du Parlement. Une loi révolutionnaire, selon le secrétaire général de cette ONG de défense de liberté des journalistes. Son absence serait à la base de beaucoup de maux qui rongent la République démocratique du Congo. Je considère que l'absence de l'information dans ce secteur est à la base des conflits et des crises que connaît notre pays. Je crois que la culture du secret dans notre pays est à la base de beaucoup de problèmes que nous connaissons ici dans ce pays. Même quand vous devez poser des informations, poser des problèmes, par exemple, du détournement des soldes militaires engagés au front, ça devient une question de secret défense dans ce pays. C'est pas normal. Les affiches, autocollants, spots audiovisuels et autres supports de publicité seront affichés dans les rédactions et sur les places publiques. Le droit à l'information, l'accès, c'est maintenant. Un journaliste informé est un gage de connaissance. Un journaliste informé est un gage contre les dysfonctionnements de la société. Un journaliste non informé est un risque d'écart, de dérapage, de conflit. Tous ensemble, pour la loi d'accès à l'information en... Le sous-commissaire Aimé Malobo et le brigadier Jean-Jacques Matondo, ces deux policiers abattus le 4 janvier à leur poste de travail dans la commune de Mongafula, ont reçu les derniers hommages de la République pour des loyaux services rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême. Les deux victimes ont été élevées à titre posthume au grade de sous-commissaire principal et de brigadier en chef. Leurs obsèques se sont déroulées à l'inspection générale de la police nationale congolaise en présence du ministre de l'Intérieur et de toute la hiérarchie de la police nationale congolaise, Oscar Bakandoa. Des familles biologiques, le ministre de l'Intérieur, toute la hiérarchie de la police nationale congolaise a mis connaissance avec de regards éplorés devant ces deux cercueils renfermant les vaillants policiers victimes de la barbarie d'un individu en fuite depuis la commission de ce crime à leur poste de travail dans la commune de Mongafula. Le sous-commissaire Aimé Malobo, devenu à titre posthume sous-commissaire principal, et le brigadier Jean-Jacques Matondo, lui aussi brigadier en chef, reçoivent le dernier hommage. Le commissaire général de la PNC a saisi cette occasion pour réconforter ces éléments. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, la police ne baissera jamais la garde pour donner libre cours à l'insécurité et aux criminels de tous bords. Présent à ces funérailles, le ministre de l'Intérieur ne cache pas sa désolation, mais invite la police à ne pas perdre le courage. Devant cet acte ignoble qui endeuille non seulement la grande famille de la police nationale, mais bien au-delà, la nation congolaise tout entière. Le meurtre brutal de ces deux dignes fils de notre pays, fauchés par une mort cruelle en plein service, allonge la liste des policiers victimes de la barbarie humaine pour le seul péché d'avoir fait leur devoir, celui de protéger très souvent dans des conditions extrêmes les personnes que nous sommes
et les biens qui sont les nôtres. Après ce dernier hommage, les corps sans vie ont été conduits à leur dernière demeure au cimetière d'Ombenseke-Fouti. C'est par cette note triste que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, samedi et dimanche, si Dieu le veut, bien entendu. Au revoir et surtout, portez-vous bien.